Donc bonjour à tous, donc je suis Michel Marimaudet, donc le directeur général de l'Inagora, mais j'interviens aujourd'hui dans le cadre de cette conférence comme animateur et facilitateur de cette communauté qu'on a créée il y a 5 mois qui s'appelle OpenEM France, dont la vocation est de rassembler en fait un écosystème d'abord français. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. On imagine en fait porter ça au niveau européen. Donc fédérer un écosystème autour de l'IA générative avec quelques principes que je vais vous présenter dans le cadre de cette présentation. Alors c'est une toute jeune communauté puisque ça a été créé au mois de juin, au lendemain de Vivatech et des annonces du président qui s'était exprimé sur l'IA générative et de dire qu'il fallait investir, et en particulier en fait en faisant la volonté que des communs numériques et open source en fait émergent dans ce domaine-là. Et donc le lendemain, donc avec quelques collègues, on s'est attaché à lancer cette initiative autour d'un manifesto qu'on a publié sur GitHub, et très vite on a ouvert un serveur Discord qui est aujourd'hui l'outil principal qui nous permet de nous réunir pratiquement au quotidien et de partager les informations. Donc le 15 juin aux alentours de 10h, il y avait une personne dans ce serveur Discord. Et vous voyez en fait là donc à gauche, donc à partir du mois de novembre, on a réuni pratiquement 400 membres aujourd'hui. 400 membres qui représentent assez bien en fait finalement cet écosystème autour de l'IA générative. C'est un domaine qui est assez nouveau, donc c'est pour ça que le monde académique et le monde scientifique est assez représenté en fait dans cette communauté, puisqu'on a à peu près 20% qui sont des chercheurs qui travaillent dans les labos, donc au Lauria, au CEALIST, à l'X, à l'IDRIS, les gens du GENCI qui sont derrière les supercalculateurs, dont la machine Jean Z dont vous avez entendu parler. Donc ils sont très actifs et très impliqués dans cette communauté. On a un certain nombre de sociétés, de startups qui interviennent très largement dans le domaine de l'IA. Donc c'est pas uniquement que sur les LLM, c'est pas uniquement sur l'IA générative. Ça peut être des fournisseurs de services, ça peut être des gens qui travaillent sur les modèles, ça peut être des gens qui exploitent l'IA pour des clients, dans le domaine par exemple de la santé, dans le domaine du legal. Donc ça, il y a à peu près plus d'une centaine, donc une centaine de sociétés aujourd'hui qui ont rejoint en fait ce consortium. On a quelques grands comptes, alors c'est là où peut-être mes chiffres sont les plus faux, parce que forcément c'est une communauté, on ne demande pas à ce que les gens s'enregistrent, disent ce qu'ils font et ainsi de suite. Donc quand vous vous embordez sur le serveur Discord, on vous invite à vous présenter. Et donc globalement, on a compté tout simplement les gens qui se sont déclarés comme faisant partie d'une grande entreprise. Donc on a des gens de Thales, des gens d'EDF, des gens de Monde Assurance, la Maïf, voilà, qui sont là. Donc ça a une trentaine de grands comptes qui aujourd'hui sont plutôt en écoute active. C'est pas des gens qui interviennent finalement sur les chantiers dont je vais vous parler tout à l'heure, mais qui sont là, je pense, pour tout simplement préparer l'avenir et en fait prendre en considération nos travaux dans leur future feuille de route stratégique autour de l'IA. Et puis ensuite, donc la troisième ou quatrième grande catégorie, ce sont effectivement des curieux. Donc si vous vous intéressez tout simplement finalement à l'IA générative, à la création d'images, de contenus, vous êtes bien sûr, c'est pas une communauté que de tech, donc vous pouvez bien sûr vous onboarder et vous serez bien sûr les bienvenus et très bien accueillis au sein de cette communauté. Donc comme je vous l'ai dit, donc plutôt une communauté virtuelle, donc autour du serveur Discord, mais on a organisé déjà 2 meet-up, donc un en fait pratiquement au moment de l'inauguration, puis un autre au mois de septembre, qui réunit à peu près 80-100 personnes physiquement, et le prochain sera très certainement organisé dans le courant du premier trimestre de l'année 2024, et vous allez comprendre pourquoi compte tenu de nos prochaines échéances. Donc l'ambition de cette communauté, elle est relativement simple. Donc chaque mot en fait de la première phrase est importante. Donc on parle bien d'une famille de LLM, donc c'est-à-dire en fait on ne va pas travailler sur un modèle mais plutôt sur une famille de modèles, et je vais revenir pourquoi. Multimodaux, donc aujourd'hui on s'intéresse dans un premier temps au langage et au traitement de la voix, mais compte tenu de l'impact que ça peut avoir aussi dans le domaine de l'image, de la vidéo, très vite on va s'intéresser au sujet de la multimodalité de ces modèles. Les 2 autres mots suivants sont extrêmement importants pour nous, c'est sobre et performant, donc c'est dans le sens
de faire, et vous allez le voir aussi, vous allez comprendre pourquoi, parce que on vise donc cette famille de LLM, donc c'est plutôt des LLM de petite taille, donc sobres, compacts, d'une part pour limiter l'impact de tout ça en fait sur l'environnement, et puis aussi pour que au moment de l'utilisation de ces modèles, vous ne soyez pas obligé de déployer, d'utiliser en fait des infrastructures qui sont extrêmement coûteuses. Donc on travaille aussi à l'optimisation et à fournir des modèles qui vont pouvoir s'exécuter sur une machine standard et demain sur votre téléphone sans disposer d'infrastructures extrêmement coûteuses. Et un élément important qui fait partie de notre gouvernance, c'est effectivement la transparence et le contrôle, puisqu'aujourd'hui, on va le voir, c'est que les cas d'usage qu'on prend comme cas de travail sont des cas où la confidentialité et la sécurité de fonctionnement en fait sont des éléments extrêmement importants. Et ça aussi, ça milite pour faire des modèles petits, puisque quand on a des choses petites, c'est plus facile à maîtriser, à évaluer en fait dans le temps. Donc vous l'avez compris, donc c'est plutôt de construire des modèles dans un premier temps de langage, donc les fameux LLM en open source, et qui disposent de certaines caractéristiques qui permettraient en fait d'être souverain et de disposer d'une certaine forme d'autonomie dans ces technologies-là. Alors quand on parle d'open source dans le domaine de l'IA, c'est extrêmement compliqué parce qu'aujourd'hui tout simplement il n'y a pas de définition existante. Donc y compris l'open source initiative n'a pas encore défini finalement c'est quoi les artefacts de l'open source dans le domaine de l'IA et quelles sont en fait les licences qui s'appliquent, quels sont les mécanismes qui doivent s'appliquer. Est-ce que si j'entraîne des données, est-ce que j'entraîne un modèle sur des données libres, est-ce que ce modèle est forcément libre? Est-ce que si dans mon dataset d'apprentissage, j'ai des données qui sont soumises aux droits d'auteur, une fois que ces données ont été ingérées par le modèle, est-ce que les générations sont aussi soumises en fait à ces droits d'auteur? Tout ça sont des questions en fait qui sont ouvertes, qui n'ont pas été en fait pour le moment adressées. Et donc les travaux de l'Open Source Initiative, donc d'ailleurs ont été étendus dans le temps, hein, puisqu'il y a un call for paper, et donc un request for comment d'un draft qui est toujours en cours. Et donc nous, on va essayer de contribuer au titre de la communauté sur un certain nombre de points. Donc c'est ce que vous avez à droite de la slide. Et un peu, c'est ce qui guide notre feuille de route aussi technologique. Donc la première chose, c'est de dire en fait l'open source au niveau des modèles, en fait, il faudrait déjà définir sur quelle portée ils ont. Et donc on voit nous 3 types d'artefacts. Donc il y a les jeux de données d'apprentissage, le code source en lui-même du modèle et de tooling en fait qui est nécessaire pour entraîner le modèle et la licence en fait d'exploitation en fait du modèle. Donc ça fait déjà trois domaines qu'il faut adresser, caractériser par des licences. Donc c'est déjà en fait de nommer ces artefacts. Deuxième chose en fait, et on va le voir, c'est que notre approche elle est vraiment centrée sur la data et sur les jeux d'apprentissage. Et la définition, moi, qui me semblerait être intéressante de pousser, c'est qu'effectivement la première chose qui devrait être ouverte et transparente, c'est ces fameuses données d'apprentissage. Ce qui n'est pas le cas en fait aujourd'hui, et j'y reviendrai juste après. Donc bien entendu, quand on parle des données d'apprentissage, hein, c'est effectivement les données d'apprentissage, mais aussi finalement comment elles ont été vues par le modèle au moment de l'entraînement, c'est-à-dire sous forme de quelle forme de proportion, et puis le nombre de fois que le modèle a vu ces données. Ce qu'on appelle en fait les répartitions des données, et puis le nombre en fait d'époques quand on apprend en fait au modèle. Bien sûr, la partie publication en fait du code source, et le code source du modèle n'est pas suffisant aujourd'hui, donc toute la partie tooling est importante hein, sur les outils d'entraînement et de fine-tuning. Aujourd'hui, très peu de modèles en fait diffusent en fait ces informations-là. Et ensuite sur les données, sur la licence qui doit s'appliquer au modèle, notre proposition c'est d'avoir deux grandes familles de modèles, de licences, pardon. Une licence en fait pour tous les travaux académiques et une licence en fait commerciale. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, comme c'est un modèle, comme c'est un domaine où la recherche scientifique en fait guide les travaux, les chercheurs eux-mêmes ne veulent pas forcément que les derniers éléments de leurs travaux soient directement intégrés dans des solutions commerciales sans forcément avoir de garantie sur l'utilisation de leurs travaux. Donc ça c'est ce qu'on va nous s'attacher à faire d'ici la fin de l'année, c'est d'apporter cette contribution au sein de l'OSI sur en fait les définitions autour de l'IA Act. Donc si on regarde bien, si vous regardez notre définition, ça veut dire que ça exclut tous les modèles, donc les Falcon, Llama et bien sûr Mistral, qui ne respectent pas en fait ces licences et en tout cas les définitions qu'on a citées auparavant.
Et un des gros problèmes aujourd'hui, c'est que tous ces modèles sont entraînés sur des gros corpus de données. Mais ces gros corpus de données, pratiquement tous sont basés sur des données qui sont non maîtrisées, qui ont été récoltées de façon non éthique. Et certainement, vous avez vu là, les dernières informations qui sont sorties là, il y a quelques jours à propos de ChatGPT. En fait, à partir de quelques invites bien choisis, on est capable maintenant de retrouver des numéros de téléphone, des adresses email en fait, personnelles dans les modèles d'entraînement de ChatGPT 4. Donc ça vient en fait à prouver que tout ça a été fait de façon pas très organisée, de façon surtout pas très éthique. Donc on prend nous là une démarche complètement en fait à l'opposé. C'est que nous on va travailler sur des petits datasets, mais ces petits datasets on va pouvoir les maîtriser. Alors quand on dit des petits datasets, c'est quand même des volumes, on parle en centaines de milliards de tokens. Donc ça permet quand même d'entraîner des modèles qui ont des tailles raisonnables, donc à peu près 7 milliards, entre 7 et 13 milliards en fait de paramètres. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, d'avoir des modèles plus petits, c'est plus simple à évaluer. Donc à évaluer, si on s'intéresse en fait finalement à l'IA de confiance, nous ce que nous demandent les industriels, c'est d'avoir en fait des modèles d'évaluation qui vont permettre de dire qu'est-ce qu'il y a dans le modèle, comment il réagit à telle sollicitation, et surtout en fait comment, si on utilise ces modèles dans des applications critiques, comment je vais pouvoir certifier à la fois l'application et le modèle qui est utilisé par cette application-là. Donc effectivement, ça mise plutôt pour avoir des modèles de taille raisonnable. L'autre intérêt d'avoir des modèles de petite taille, c'est qu'ils sont plus simples à entraîner, et ça prend moins de temps. Donc ça c'est un élément extrêmement important. Donc des modèles plus petits, c'est aussi des modèles qui sont plus simples à entraîner, moins longs, moins coûteux, et surtout qui imaginent qu'on puisse faire du continuous learning. C'est-à-dire qu'un des objectifs qu'on se fixe, c'est de pouvoir en fait entraîner des modèles en permanence. C'est-à-dire de ne pas figer des versions de modèles qui seraient disponibles tous les 6 mois, tous les 3 mois, mais globalement d'imaginer en fait des systèmes où tous les jours on soit capable d'enrichir en fait en temps réel les modèles. Donc aujourd'hui, il y a les premiers papiers de recherche qui démontrent que c'est possible. Donc il faut le passer à l'échelle, et donc c'est un des chantiers en fait auxquels on va s'attacher. Et dernière externalité positive de faire des modèles sobres et compacts, c'est au moment de l'inférence. Donc ce qu'on appelle au moment de l'inférence, c'est quand vous l'utilisez. Aujourd'hui, vous le savez, c'est pas facile à déployer chez soi en fait une IA générative. Donc c'est pour ça qu'on utilise, beaucoup de monde utilise en fait ChatGPT. Et ceux qui peuvent et qui ont les moyens savent très bien aujourd'hui que pour utiliser des modèles comme Llama ou Falcon, ça nécessite en fait des infrastructures extrêmement coûteuses. Donc de partir de modèles plus petits, on commence à avoir des techniques qui permettent tout simplement de les optimiser, de les compresser de façon à ce qu'ils puissent s'exécuter tout simplement sur une machine de bureau classique. Donc concrètement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur des machines qu'on a sur nos bureaux, on est capable de générer à peu près entre 20 et 30 mots par seconde, ce qui n'est pas suffisant pour avoir une expérience utilisateur intéressante, ou en tout cas celle que on a eu l'habitude en fait avec OpenAI. Et donc on pense que d'ici moins de 6 mois, on sera capable en fait d'avoir des générations à peu près de 200 à 300 mots, c'est-à-dire globalement 3-4 phrases par seconde. Donc à peu près ce que vous avez sur ChatGPT, mais sauf que vous savez le faire en fait sur votre PC en mode complètement autonome. Donc c'est aussi les travaux que l'on mène en fait en termes d'ingénierie au sein de cette communauté. Donc c'est pas smart is beautiful, en fait je me suis trompé, c'est small is beautiful sur la slide. Bon, smart is beautiful aussi, mais là dans ce qui nous intéresse c'est plutôt small is beautiful. Et en fait si on remarque bien en fait les travaux aujourd'hui qui sont faits dans le fine tuning ou dans ce qu'on appelle le RLHF, si on veut être un peu provocateur, c'est souvent pour corriger finalement les défauts d'entraînement de ces modèles. Quand on fine-tune en fait un modèle Llama, c'est souvent pour lui apporter du français en plus, ou pour éviter qu'il fasse des hallucinations. Mais en fait, on s'est démontré aujourd'hui qu'un grand nombre de ces hallucinations en fait sont générées par des corpus en fait qui sont de mauvaise qualité. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, à l'échelle en fait, à l'image de certains documents, papiers académiques qui sont sortis récemment, c'est que la qualité de la donnée est plus importante que la quantité. Donc il y a quelques preuves qu'il y a aujourd'hui, quelques éléments qui ont été publiés, et c'est les travaux que je vais vous présenter qui vont permettre d'aller dans ce sens-là. Donc nos travaux, comme je vous l'ai dit, la communauté s'est créée donc au mois de juin, et on a quand même eu l'opportunité de réaliser un premier modèle, donc c'était au mois d'octobre, donc pour
Tous les modèles ont plutôt des noms masculins, donc moi j'étais très attaché à ce qu'on lui donne un nom de jeune fille. Donc on a retenu le nom de Claire. Et donc Claire, c'est un premier modèle donc, qui est issu de nos travaux, alors qui est lui un fine-tuning d'un modèle Falcon 7B. Et en fait l'exercice qu'on a voulu faire, il y en avait deux objectifs. Le premier, c'était de tester notre capacité en fait à tout simplement entraîner un modèle en n'utilisant que des infrastructures souveraines, et entre autres la fameuse machine Janzai en fait qui nous a été mise à disposition par le Jansi. Et le deuxième aspect, c'était aussi de voir quelle influence on pouvait avoir à un modèle déjà pré-entraîné, avec finalement des données qu'on avait nous sélectionnées de très haute qualité. Et là on l'a fait sur je vais dire que c'est pas en milliards, hein, c'est que 140 millions de tokens. Donc c'est-à-dire pas grand-chose. Et on s'est aperçu et donc, que l'influence qu'on pouvait avoir sur le modèle avec si peu de données, mais par contre de très haute qualité, était en fait très importante. Et donc pour vous en rendre compte, si vous allez en fait sur Hugging Face et que vous recherchez le modèle Claire, donc Hugging Face en fait nous a ils ont été très sympas puisqu'ils nous offrent des GPU pour que vous puissiez en fait tester par vous-même, donc ça ne nous coûte rien en fait nous à la communauté, donc de pouvoir tester en fait Claire, et donc vous pourrez en fait dès à présent expérimenter et voir finalement les résultats de ce modèle-là. Alors c'est un modèle conversationnel, donc les données qu'on a utilisées pour faire ce fine-tuning sont issues de réunions. Donc les réunions que nous on produit à l'Inagora ou qu'on a eu avec certains de nos partenaires qui ont accepté de nous partager en fait leur dataset d'apprentissage. Donc ça c'est une grosse partie des tokens qu'on a utilisés. L'autre partie ce sont des pièces de théâtre, donc en fait des dialogues. Et donc réellement finalement ce qu'on a voulu aussi voir, c'est que en utilisant des dialogues, on a influencé le modèle à générer des dialogues. Donc si vous demandez à Claire quelles sont les planètes du système solaire, si vous lui dites que ça, elle va vous générer en fait un dialogue entre deux personnes, puisque l'entraînement de ce modèle a été uniquement sur des modèles conversationnels, donc avec différents locuteurs. Et alors, une externalité qu'on n'avait pas du tout prévue, c'est que, comme je le fais là, vous savez, en fait, on a des hésitations, on a des diffluences, et qu'on n'a pas filtré dans les données d'apprentissage. Donc quand vous conversez avec Claire, ces réponses peuvent contenir des des en fait, tout simplement comme finalement un humain s'exprime. Et on a été accueillis à grands bras ouverts en fait par les gens qui font de la robotique et qui travaillent sur les interactions machine-homme-homme-machine, puisque finalement les textes qui sont générés par nos modèles sont très proches finalement d'une interaction qu'on peut avoir avec un humain, avec les hésitations, les diffluences. Voilà. Et donc ça c'est une externalité positive qu'on n'avait pas prévue. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, juste avec Claire, on a réussi à démontrer que, on avait la capacité à influencer des modèles avec très peu de données. Et on a aussi démontré que dans un laps de temps très court, on était capable en fait de générer des modèles. Puisque globalement, encore une fois, on a fait ça, c'était au mois d'octobre, donc on n'avait que 4 mois d'existence. Et il n'y a même pas d'association, hein, c'est juste une communauté de personnes qui se réunissent et qui font bouger en fait les choses. Donc du coup, force est de constater que nos hypothèses de travail et les travaux intéressent les communautés. Et donc du coup, là, on est parti sur quelque chose de beaucoup plus ambitieux, puisque un fine-tuning de modèle, c'est pas construire un modèle fondation. Donc là, on est passé à l'étape suivante, c'est qu'on est en train de construire en fait notre premier modèle fondation. Donc ça veut dire quoi un modèle fondation? C'est vraiment un modèle qui n'est pas basé sur un modèle précédent. Et c'est un modèle où finalement vous êtes obligé d'écrire le code, le tooling. Donc là on repart en fait finalement from scratch. Alors on va pas repartir complètement from scratch et on va utiliser en fait une base de modèles en fait qui s'appelle Bloom. Peut-être que vous avez entendu parler. Qui est un modèle qui est issu de la recherche académique, qui a été publié en 2021, un peu avant que toute l'effervescence autour du génératif sorte. Et ce modèle en fait a des caractéristiques qui nous plaisent bien puisque il était conçu de façon ouverte. Hein, c'était plus de 1000 chercheurs en fait au niveau mondial qui étaient réunis autour de cette initiative qui s'appelle Big Science et donc ont travaillé, qui ont collaboré. C'est un modèle où dans les licences en fait sont pas complètement open source, mais en tout cas qui donnent beaucoup plus de droits et qui ont moins de restrictions que tout ce qui existe en fait actuellement.
Et puis aussi, il y avait une communauté de chercheurs français qui ont beaucoup contribué sur ce modèle-là, et donc ça permet d'avoir une communauté en France d'acteurs qui ont travaillé sur un modèle fondation. Et donc concrètement, depuis maintenant 2 semaines, on a lancé l'entraînement d'un Bloom. Donc son nom de code c'est Bloom NG, donc pour nouvelle génération. Et globalement, ce on s'est donné comme cible, c'est d'entraîner ce modèle fondation avec 140 milliards de tokens qu'on a récoltés et sur lesquels en fait on sait d'où ils viennent et on sait que la qualité de ces données-là, donc on pourrait les qualifier de données propres. Et ce modèle est en train de s'exécuter en ce moment, en fait en train d'être entraîné, toujours sur la machine Jean Zay. Avec un objectif, on a calculé, il va nous falloir 90 jours quand même. 90 jours à 48 GPU en pratiquement continu en fait d'exécution pour entraîner. Donc globalement, ça nous amène à peu près ce que vous voyez sur la partie droite de la planche. Donc à peu près en avril, on sera capable de sortir notre premier modèle fondation. Massivement entraîné sur le français, avec de la donnée sur laquelle on a une maîtrise, comme je vous le disais, en fait, pratiquement à 100%. Et puis donc on veut lui apporter la capacité d'interagir avec la voix, c'est-à-dire en fait au lieu de taper vos prompts directement, vous pourrez les dicter. Donc ça c'est issu de nos travaux préalables. Alors soit l'Inagora en fait avec nos technologies Linto et puis les coopérations qu'on peut avoir avec le Voice Lab et puis d'autres acteurs, Talker en fait, donc les partenaires qui sont présents sur notre stand. Et puis aussi on va travailler sur la largeur de contexte. Donc vous savez en fait pour aujourd'hui quand vous interagissez avec un LLM, donc vous avez en fait le prompt. Et cette fenêtre de prompt, plus elle est grande, plus on peut influencer sur le contexte d'exécution de ce prompt-là. Et aujourd'hui, une des caractéristiques de Bloom, en fait, c'est qu'elle est limitée à 2048. Donc c'est pas grand-chose. 2048, c'est à peu près l'équivalent de 4 pages à 4. Donc si on veut faire une inférence et une mise de contexte sur plusieurs dizaines de pages de documents, ce n'est pas possible. Donc on va élargir cette fenêtre de contexte de manière à pouvoir en fait gérer des embeddings, c'est-à-dire de pouvoir enrichir au moment de l'inférence en fait du modèle avec des documents qui viendraient d'entreprise. Donc ça c'est ce qu'on va sortir en fait en 2024 pour l'avril. Et puis très vite, ensuite on va s'attacher en fait à... Donc le premier modèle, je le dis tout de suite pour pas qu'il y ait de surprise, ça sera un modèle dont la licence ne sera non commerciale. Donc ça sera uniquement une licence académique. Pourquoi ? Parce que tout simplement c'est la première fois qu'on va construire un modèle fondation, donc on n'est pas sûr du résultat, très clairement. Et puis aussi c'est que le fait de mettre une licence commerciale, donc on porte une responsabilité en tant que créateur du modèle. Et aujourd'hui, la communauté n'est pas encore structurée pour pouvoir forcément apporter ce support-là et cette dimension-là. Mais très vite, on va s'organiser. C'est des travaux qui sont en cours. Et donc, je pense qu'avant la fin de l'année 2024, on aura un deuxième modèle en fait Bloom. Donc, les caractéristiques, en fait, elles sont pas définies actuellement, mais en fait, on va les définir, je me pense, très rapidement. On va certainement travailler sur l'élargissement des langues pour pouvoir supporter globalement les langues au niveau européen, donc les 27 langues en fait qui constituent notre patrimoine en fait européen. Ça sera notre premier gros travail, je pense. Et puis on va continuer à travailler sur l'optimisation de façon au moment de l'exécution et de l'utilisation du modèle, on soit non dépendant des GPU et donc vous puissiez faire ça. Voilà. Donc ça va être principalement nos travaux sur 2024. Donc un modèle fondation très performant en français. Et un deuxième qui sera en fait en langue avec les langues européennes et la capacité en fait à fonctionner avec des performances qui permettra d'accéder pas uniquement pour un utilisateur mais pour plusieurs dizaines d'utilisateurs uniquement en fait en mode CPU, donc en fait en mode d'exécution sur un serveur non équipé de GPU. Voilà. Donc moins de 5 mois, moi je pense que le travail qu'on a accompli en 5 mois, on a déplacé déjà pas mal de montagnes. Et donc si bien sûr vous vous intéressez à cette dimension-là et que vous voulez contribuer, on ne cherche pas que des ingénieurs en machine learning, hein. Tout le monde est bienvenu, des utilisateurs, des gens qui ont des cas d'usage nous intéressent, des gens qui ont bien sûr des jeux de données qui seraient prêts en fait à les contribuer et nous les mettre à disposition, bien sûr sont les bienvenus, c'est presque ça qui est le plus important en fait aujourd'hui. Et donc le plus simple, c'est de rejoindre donc, le site internet donc, sur openln-france.fr et vous avez le bon point de contact, hein, c'est le serveur Discord qui reste en fait notre lieu de rencontre et de travail au quotidien. Donc il suffit d'aller sur la homepage, vous trouverez en fait le lien du serveur Discord, vous onboardez et très vite vous serez en fait parmi nous.
Voilà ce que je pouvais vous dire cet après-midi sur notre communauté. Et puis donc, si vous avez des questions, remarques, je peux prendre. Ouais. Bonjour, merci Bonjour. pour la présentation. Sur le modèle clair, donc si j'ai bien compris, on peut finalement, il est fait pour être faire du dialogue multitour en fait, pour avoir plusieurs. Et c'est vraiment sa spécialité, c'est ça? Exactement. Du coup, il est possible également de le refine-tuner mais uniquement sur des dialogues du même style en fait, ou pas. Ah bah vous pouvez continuer à l'aligner, donc effectivement sur des données conversationnelles. Ouais. Et une des forces, c'est de continuer donc sur un prompt, si vous mettez interlocuteur 1 et puis une phrase, interlocuteur 2 une réponse par exemple à une question, il va continuer à générer un dialogue et en fonction des hyperparamètres que vous pouvez utiliser, vous pouvez générer des dialogues longs. C'est pas simplement un deuxième couple de questions-réponses qui arrive. Ouais. En fait, on peut faire des choses plus évoluées. Et effectivement, donc si vous avez des données d'entraînement et refaire un fine-tuning, on a fourni donc il y a un papier de recherche qu'on a publié la semaine dernière, donc qui décrit les modèles. Et on a réalisé aussi en open source, si vous allez sur le GitHub, donc on a réalisé tout le toolkit qui permet de continuer à entraîner le modèle et de faire le fine-tuning. Donc c'est tout à fait possible. Et du coup, quand on a ce genre de modèle, est-ce que ça améliore des choses au niveau de la rétention d'informations, de la mémoire du système? Parce que souvent avec des modèles qui ont été entraînés pour juste la question-réponse par exemple. Alors il me semble pas qu'on a été jusque-là, mais Jean-Pierre, tu peux... Tu as la question, je ne crois pas qu'on a été jusque-là. En fait, c'est une bonne question. Si on a entraîné avec des données conversationnelles, c'est juste parce que c'est justement pour adresser ce point-là, pour pouvoir donner de l'intelligence conversationnelle à l'assistant et donc qu'il mémorise. Parce qu'une conversation, c'est complexe. Vous pouvez avoir plusieurs personnes qui interviennent. Vous pouvez avoir des rappels, etc. Et l'idée, c'est justement d'entraîner avec des données de conversation pour qu'il apprenne à savoir revenir à un sujet précoce. Donc effectivement, en changeant la température au moment de la génération de réponse, donc si vous changez la température, vous pouvez aussi influencer sur la capacité à soit est-ce qu'elle invente, donc c'est-à-dire en fait tenir moins compte effectivement du contexte préalable, ou si vous diminuez en fait effectivement la température, d'avoir qu'elle soit moins imaginative et donc elle va continuer en fait à être plus proche. Et donc c'est assez rigolo parce que sur certaines interactions que moi j'ai pu faire avec elle, vous commencez une conversation avec deux locuteurs et elle vous en invente un troisième, un quatrième. Donc ça veut dire que le modèle a, en plus d'avoir la capacité à retrouver les tours de parole et à imaginer des tours de parole successifs, est en mesure d'imaginer le fait que dans une conversation, il y ait d'autres personnes qui arrivent. Donc ça, c'est assez rigolo d'observer qui sont des choses qu'on pensait possibles, mais c'est d'autant plus remarquable qu'on l'a fait avec, encore une fois, un dataset, c'est tout petit. Donc ça veut dire que moi, ça nous donne beaucoup d'espoir sur la capacité à construire des modèles fondations sur la donnée de très haute qualité, puisqu'on a vu que avec très peu de données, on influence vraiment la logique du modèle. Merci à vous.